Alors bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau live du Lab RH. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire en partenariat avec Staffbase à l'occasion de la Journée internationale des RH. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fait assez débat, qui frustre certainement certains responsables RH et que beaucoup d'entre vous vivent au quotidien, peut-être. Pourquoi les transformations échouent-elles si massivement? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous partage deux chiffres clés qui fondent toute notre discussion aujourd'hui. 70% des initiatives de transformation numérique échouent à atteindre leur objectif en 2026, malgré des années d'efforts et des milliards dépensés. Deuxième chiffre, 88% n'atteignent pas leurs ambitions initiales. On le sait, les entreprises investissent dans des outils, dans des programmes, dans de l'IA, même des formations, mais continuent à sous-investir dans ce qui compte réellement, l'appropriation par les collaborateurs. Le vrai problème, c'est rarement la technologie, c'est la capacité à mettre les collaborateurs en mouvement. Et aujourd'hui, pour décrypter ces enjeux, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois expertes du jour, qui sont donc Emmanuelle Loy, la directrice France de Staffbase, la première plateforme d'expérience collaborateur native IA. Séverine Loureiro, directrice générale du Lab RH. Et Anne-Laure Piron, CEO et fondatrice de Plijay, cabinet de conseil en stratégie RH. Alors, ce que je vous propose de faire dans le live, c'est de poser vos questions au fur et à mesure de nos discussions. Et je lance directement par une première question. Séverine, je me tourne vers toi. On parle beaucoup de résistance aujourd'hui face au changement, mais est-ce vraiment le sujet? Alors, c'est le sujet, mais c'est un peu commode, et quand je dis ça, je suis pas très sympa avec mes copains RH, mais c'est quand même un peu commode de parler de résistance au changement parce qu'il y a un côté où on attribue la responsabilité de parfois des freins ou des échecs aux collaborateurs, quand en fait c'est parfois bien plus en amont, et donc ça va être tout le sujet de notre discussion aujourd'hui, et parfois le biais ou l'angle par lequel on l'a pris. Donc, il peut y avoir de la résistance au changement. Est-ce que c'est le principal motif d'échec des transfos? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il faut continuer d'en parler pour stigmatiser le rôle des collaborateurs dans ces échecs potentiels? Ça, c'est sûr que non. Donc, je pense que voilà, c'est un peu commode de parler de résistance au changement. Le vrai sujet, c'est l'expérience qu'on fait vivre aux collaborateurs aussi dans ces sujets de transfo, comment on les embarque et surtout comment on les implique et comment on favorise leur engagement. Donc la résistance au changement, c'est un sujet, mais je pense que ce qui devrait être focus, c'est pas comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de résistance au changement, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que les collaborateurs vivent la meilleure expérience dans ce changement et ce chemin vers lesquels on les amène. Et ça permettra quand même de ne pas stigmatiser des freins tout à fait naturels et humains en plus par ailleurs que peuvent avoir des collaborateurs. Moi, je pense que si on prend le sujet très dans la construction même d'un projet, il y a parfois des sources de freins à la réussite qui sont déjà là avant même qu'on ait pensé, qu'on ait déployé auprès des collaborateurs. Avant même que les collaborateurs aient pu exprimer une résistance au changement, très en amont, on a déjà parfois des sources de freins, et ne serait-ce que dans la façon dont on pense un projet qui est souvent très chefferie de projet. Alors, je dis ça, j'ai été chef de projet pendant des années, j'ai mené beaucoup de projets, mais je le dis quand même, c'est-à-dire que parfois, on est dans cette tendance à penser le projet uniquement sous son prisme planning, coût, jalon, budget, et donc très chefferie de projet, et pas forcément du point de vue de comment on va recevoir le projet, mon collaborateur. Ça arrive, ça arrive dans le plan de com, ça arrive dans le plan de déploiement qu'ensuite on va penser évidemment. Mais dès le démarrage du projet, on est tout de suite dans cet enjeu de jalonner le projet et le ventiler dans une timeline avec un budget et des ressources allouées. Et on n'est pas tout de suite, c'est pas le premier angle qu'on prend cet engagement ou la façon dont le collaborateur va le recevoir. Et donc là, pour moi, il y a un nœud qui peut être source d'échecs ou de freins à certains projets de transfo. Et donc, on a des résultats parfois avec des déploiements techniquement très réussis, mais humainement pas réussis, en fait, avec des engagements très limites, des collaborateurs qui, là, sont en frein, là, sont en résistance, parce qu'ils ne se sont pas sentis écoutés. Donc, je ne sais pas si ça existe, le biais de pilotage, mais je pense qu'il y a des espèces de biais de pilotage parfois dans les projets. Et encore une fois, je viens du projet et j'adore ça par ailleurs.
Mais voilà, on est parfois enfermé dans cette façon de gérer un projet de façon très rationnelle, et on n'amène pas l'humain tout de suite dans sa réflexion. Il arrive, mais il arrive souvent en deuxième instance. Moi, je pense qu'il faut, pour réussir concrètement à considérer cet angle de l'humain et de l'engagement dès le début, il faut se poser la question de l'adoption tout de suite. Et l'adoption, c'est quelle valeur ça crée. Si ça ne crée pas de valeur, mais là, on peut tous réussir à se projeter quand même. Si ça ne nous apporte pas de valeur, pourquoi on s'engagerait dans le process? Donc, quelle valeur ça apporte aux collaborateurs? C'est pas quelle valeur ça apporte c'est pas on va faire plus vite, on va réaliser plus vite tel process, on va répondre plus vite aux clients, on va économiser tant sur des budgets. C'est quelle valeur ça apporte concrètement pour le collaborateur. Cette question, il faut qu'elle soit mise au même niveau que les autres que je viens de citer et qui sont souvent de l'amélioration, de la fluidification interne, ou pour répondre plus vite, pour des questions d'économie ou des questions de performance globale de l'entreprise. Mais quelle valeur ça apporte aux collaborateurs pour stimuler son adoption, quelle valeur l'adoption lui apporte, c'est important. Si le projet ne lui crée pas une valeur concrète au quotidien, il n'y aura pas d'adoption. Si ça ne facilite pas son quotidien, ça ne lui permet pas à lui de réaliser plus rapidement ses objectifs de façon plus épanouissante pour lui, de façon plus fluide, il n'y aura pas d'adoption. S'il y a des freins, enfin si ça lui... Au pire même, là on est au pire du projet, ça lui stimule plus de points de friction qu'il n'en avait avant, il n'y aura pas d'adoption. Enfin, c'est pas de la résistance, c'est du rationnel, enfin, c'est du bon sens. Pourquoi c'est très compliqué de demander à un collaborateur de s'approprier et de s'engager dans un process qui réunirait un ou plusieurs des points que je viens de citer, qui le ralentirait dans son quotidien, qui serait plus frictionnant pour lui et qui n'épanouirait pas ou qui serait plus compliqué pour lui à réaliser ses missions. Donc ça, on le comprend. Donc parler de résistance au changement sans avoir d'abord essayé de répondre à ces points et trouver quelle est la valeur dans l'adoption pour le collaborateur, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement dans son quotidien de positif, on continuera de parler de résistance quand en réalité, c'est un manque de sens qu'on n'a pas su forcément donner au projet au départ. Voilà, après, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça, on sait le faire, mais souvent, encore une fois, on le fait après, d'impliquer le collaborateur dans le projet, de mesurer pendant le projet ce qui se passe aussi. Moi, j'aime bien les pulse survey pour ça, les petits questionnaires qu'on va faire au fur et à mesure. Attention, parce que la pulse survey, ça peut être aussi déceptif, c'est une promesse. La pulse survey, c'est une promesse que je fais au collaborateur de prendre en compte ce qui va me remonter. Si je ne le fais pas, là, on rentre dans quelque chose de déceptif et presque contre-productif. Donc, mais cette mesure au cours du projet, de la façon dont le collaborateur est en train de percevoir ce qui se passe, pas forcément le process du projet, mais est en train de percevoir, est-ce qu'il est en train de bien comprendre, de ne pas trop s'éloigner de cette valeur ajoutée qu'on essaye de donner à son adoption et avec laquelle on a fait des efforts de pédagogie pour lui expliquer, etc. Si on ne sait pas mesurer à des jalons précis la façon dont il est en train de comprendre ce qui est en train de se passer pour lui et au point de vue projet global, là, on peut faire naître certains freins. Mais attention, encore une fois, demander du feedback, ça nécessite de traiter du feedback, quoi. Donc, il faut savoir, il faut être en capacité de pouvoir y répondre. Et puis, évidemment, les managers. C'est enfoncer des portes ouvertes. À chaque fois, on dit les managers, il faut les impliquer. Mais je pense qu'il faut le redire et le redire à chaque fois parce qu'on le dit. Est-ce qu'on le fait vraiment? Les managers, souvent, dans les sujets de transfo aussi, on les considère comme des relais. Encore une fois, des relais pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de résistance au changement, pour s'assurer qu'il y ait une adoption, et moins pour les impliquer directement. C'est eux qui connaissent le business, c'est eux qui connaissent vraiment le métier. Et donc, les managers intermédiaires devraient être des acteurs clés et pas uniquement considérés comme des relais à ce qu'on est en train de faire d'un point de vue conduite du changement sur des grosses transfos, ou même des petites transfos. Et puis voilà, l'engagement, ça ne doit pas être un nice to have. C'est chouette s'ils nous suivent. C'est presque une condition, un prérequis de base. Ça doit être l'engagement, c'est le levier transformationnel principal dans des projets de transfo. Et voilà, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que parfois on appelle résistance, en réalité, c'est parfois juste un déficit de sens, ou même dans la conception, on n'a pas su mettre cette part d'humain et d'angle de valeur ajoutée de l'adoption suffisamment tôt en amont
dans le déroulé du change. Donc voilà pour te répondre. Résistance au changement, c'est un peu un truc valise, un peu commode. Je pense que si on ouvre la valise, on va ressortir plein de choses et on va se rendre compte que ça remonte beaucoup plus haut dans la conception du projet que juste au moment de l'adoption, il y a une résistance au changement, quoi. Super. Merci beaucoup, Séverine, pour ces premiers éclairages. Emmanuel, je me tourne vers toi et votre expertise avec Staffbase. Pour vous, quels sont les signaux faibles qui montrent qu'une transformation décroche? Qu'est-ce que vous avez vu auprès de vos clients? Alors nous, effectivement, dans l'exercice de notre périmètre, qui est la mise en place de plateformes d'expérience collaborateur, de communication interne, qui permettrait effectivement que tout un chacun puisse comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, y prendre part, etc. Évidemment, on est souvent confronté à des problématiques de transformation, puisque c'est souvent d'ailleurs l'un des moments forts dans l'existence de l'entreprise où l'entreprise se pose la question, OK, comment est-ce qu'on fait pour emmener les gens avec nous? Et du coup, alors avant de répondre à ta question, j'aimerais beaucoup rebondir sur ce que tu disais, Séverine. Je trouve que c'est ce que tu dis sur la chefferie de projet, c'est vraiment quelque chose qu'on observe très fort, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont enthousiastes. C'est pas encore une fois, on n'est pas ici dans du jugement où on voit, c'est ce qu'on observe, on voit des gens qui sont très enthousiastes, qui vont mettre en place quelque chose de cool, voilà, qui devrait aider l'entreprise, etc. Tout le monde devrait comprendre. Et donc, voilà, on est enfermé dans cette bulle. Alors, quand je dis on, ça peut être n'importe qui. Ça va de la fonction qui a eu cette bonne idée à la direction des SI qui est voilà, sur l'implémentation d'un projet à forte valeur technologique, etc., etc. Donc, on s'embarque dans ce truc, on est chef de projet et on a envie que ça se passe. Et là, nous, ce qu'on observe souvent chez nos clients qui sont en transformation, en fait, c'est le silence. C'est-à-dire, il n'y a pas de résistance bruyante, comme tu dis, on n'arrive même pas au stade de la résistance. Juste, en fait, les messages partent du siège et puis ils s'arrêtent là. Ça s'arrête là. Et ça, c'est un des premiers signes chez nous qu'il y a une transformation qui peut potentiellement dérailler. Donc nous, dans ce silence, qu'on voit d'abord, il y a une cause qui est relativement concrète, qui est, encore une fois, je repars sur ce que tu disais, Séverine, mais à un moment, on n'a pas forcément pensé, et c'est pas à un moment, c'est au début du projet, on n'a pas forcément pensé à la communication. Comment est-ce que, de façon structurée, on va donner du sens à ce qu'on est en train d'essayer de faire pour tout un chacun? Pour l'entreprise, bien sûr, parce que on est quand même dans une entreprise, on fait société, pour pouvoir pousser le succès de l'entreprise, et puis, bien entendu, pour tout un chacun individuellement dans l'exercice de ses fonctions. Il y a un chiffre que je trouvais assez intéressant, c'est seulement 56% des responsables de la com interne qui ont revu leur plan de communication dans l'année écoulée, alors qu'on sait qu'en termes de changement, aujourd'hui, on est sur une accélération permanente, on est dans ce perma-change, et donc qui nécessiterait à chaque fois de revoir un petit peu comment est-ce qu'on raconte l'histoire, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Absence de stratégie de communication structurée, on improvise un peu au fil des annonces, voilà, alors que la transformation, elle continue à courir. C'est Gartner qui avait vu, c'est plus 400% de projets de transformation depuis 2016. 400%. Donc on imagine bien que là, on est dans un impératif d'être agile et de raconter une histoire qui est très forte. La deuxième chose que je voulais partager, c'est, je ne sais pas si vous avez vu cette étude de PwC, donc Open Fears, mars 2026, qui dit que c'est 59% des collaborateurs qui déclarent ne pas comprendre les objectifs de long terme de leur entreprise. Et UKG, alors là, pour le coup, c'est une étude qui est un peu plus vieille, mais avait sorti 42% des employés de première ligne qui ne comprennent pas à quoi servirait l'IA pour eux. Alors là, on se dit quand même, alors sur 6 personnes sur 10, 5 personnes sur 10 dans l'entreprise qui ne sait pas où on va, là, on a un risque de décrochage qui est très fort. Donc pour nous, dans les signaux, alors là, il n'est pas faible, il est criant, c'est on va aux Jeux Olympiques, on n'entraîne pas la moitié des équipes, on entraîne tout le monde. Donc 6 sur 10, c'est beaucoup trop de personnes qui ne comprennent pas où on va. Et alors, le troisième signal que nous, on voit et qu'on mesure dans la plateforme par un système de retour de collaborateurs, c'est la fatigue.
Alors là, là on est encore plus loin et dans des problématiques qui sont encore plus difficiles à résoudre. C'est que les transformations qui s'accumulent et qui sont pas bien expliquées, le change fatigue, la fatigue du changement commence à s'installer avec des collaborateurs. On n'est même plus dans de la résistance, juste ils prennent pas part. Ils ne prennent pas part. Et alors, à un moment où l'entreprise a besoin de tout le monde, y compris et surtout les gens sur la première ligne qui sont en prise directe avec le client, en prise directe avec la chaîne de production, etc., qui sont la sève de l'entreprise et qui va permettre du coup de véritablement voir se réaliser la proposition de valeur du changement, ces personnes-là sont complètement désengagées. Et donc, ça fait encore partie des choses où on peut prévenir. Alors, l'accélération du changement, elle est réelle. Je ne sais pas si on peut y faire grand-chose. Mais par contre, effectivement, essayer de l'anticiper et de mieux raconter l'histoire et de connecter les points, ça, c'est quelque chose qui pourrait être mieux fait par les entreprises avec lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Je ne veux pas tomber dans l'IACA faucon parce qu'on sait que ce n'est pas simple. Je sais bien que raconter cette histoire et même du point de vue du DRH ou de la com, d'être vraiment au fait de ce qui se passe et de ce qui est prévu, c'est pas toujours facile. Donc il y a effectivement, si on devait partir sur une réflexion, le titre de ce webinaire, c'est de l'injonction à la mise en œuvre. Donc si on devait être un peu pragmatique, la première chose, c'est juste de désiloter les fonctions et d'avoir une véritable conversation à 4 voix entre les directions fonctionnelles, la communication, les RH et bien entendu la direction générale. Voilà, donc nous, dans les signaux faibles, c'est ça, c'est absence de... Donc c'est juste silence, il ne se passe rien, pas de communication structurée, qui soit stratégiquement pensée, et puis la fatigue du changement qui se traduit par le manque d'adoption dont tu parles, simplement les gens n'y vont pas, quoi. Voilà. Emmanuel, merci pour ces exemples concrets identifiés côté Staffbase. Maintenant, je me tourne vers toi, Anne-Laure. Tu as été DRH au sein de grands groupes. Aujourd'hui, tu as ton cabinet de conseil en stratégie RH. Dans ce quotidien, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut transformer les usages ? Je pense que je vais essayer de pas, parce que je vais redire forcément beaucoup de choses qui ont aussi été dites par Séverine, etc. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont même importantes à redire. Moi, la plus grosse difficulté à laquelle j'ai fait face, c'est de me dire que petite ou grosse transformation, et d'ailleurs, il y a des transformations qui modifient à peine les usages, mais qui sont en fait des transformations organisationnelles et qui échouent tout autant. C'est-à-dire qui ont un impact extrêmement négatif sur la culture en place, etc. Parce qu'en fait, la transformation, elle n'a pas été comprise au démarrage par les collaborateurs. Donc moi, la plus grosse difficulté à laquelle j'ai fait face, c'est d'avoir eu des transformations qui ont été pensées un peu en chambre. Par une direction, avec parfois des DRH absents qui arrivent très tard même dans la réflexion, qui ont été pensés sous l'angle stratégique, économique, technologique. Ça, on est OK parce qu'il faut bien... les personnes n'est bête, les collaborateurs, il ne faut pas non plus penser qu'ils sont bêtes. Ils comprennent très bien, en tout cas, qu'on puisse prendre des décisions qui ont d'abord un impact pour le business de l'entreprise. Mais là où ça pose problème, c'est quand on a imaginé les transformations uniquement sous cet angle-là et qu'on a totalement oublié que la transformation, elle aura lieu que si les collaborateurs la comprennent, se mettent en marche et y croient. En fait, ils croient profondément parce qu'ils auront compris que, effectivement, c'est le chemin que doit prendre l'entreprise pour rester compétitif sur son marché, mais c'est aussi une transformation qui va leur permettre à eux d'avoir un quotidien qui leur sera bénéfique, de maintenir leur employabilité, de développer leurs compétences, de peut-être aussi sortir de leur zone de confort, mais pas pour rien. On ne sort pas de sa zone de confort pour rien. C'est-à-dire que je ne connais pas quelqu'un qui se dit « Oh là là, j'adore ça, j'étais super bien, mais je vais faire autre chose ». Ça va me mettre un peu en difficulté et tout, et puis ça n'aura aucun bénéfice pour moi. Personne ne fait ça en fait. Donc la question du bénéfice collaborateur, en fait, elle est hyper importante. Et on voit bien que la question de la culture, de l'adhésion, le management, de l'accompagnement, en fait, c'est le nerf de la guerre. Et le problème, c'est que quand ça arrive dans un second temps, en général, la transformation, elle est déjà annoncée, elle est déjà entamée. Et nous, direction RH ou même les managers qui accompagnent la transformation, on répond aux problématiques du terrain
en même temps que la transformation avance. Et on n'a même pas toutes les réponses parce qu'on ne les a pas anticipées. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de, OK, en fait, le salarié lambda a son poste de travail, qu'est-ce que ça change dans son quotidien quand il arrive le matin, quand il va parler à ses managers, quand il va parler à ses collègues, qu'est-ce que ça change de la vision qu'il a de son travail, est-ce que ça fait toujours sens pour lui, et est-ce qu'il a envie d'aller avec nous dans cette marche-là à suivre, quoi. Il y a aussi un truc qu'on oublie souvent, c'est que, et DRH y compris, c'est que nous, on a eu un peu de temps pour digérer l'info. C'est-à-dire qu'on y a pensé, on l'a construit, on a construit une direction, puis une autre, puis on a peaufiné. On s'est dit que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. On a étudié le marché, on a étudié le terrain, etc. Donc, nous, on arrive super convaincus, etc. On dit une fois ça aux collaborateurs et on ne leur laisse pas le temps eux-mêmes de faire ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on a raconté une fois le truc parce que nous, on en est convaincus et que eux, immédiatement, ils doivent et le comprendre et y adhérer, alors que ce temps-là, il est nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé dans l'adoption. Il y a un temps qu'il faut intégrer au projet, qui est souvent d'ailleurs pas intégré, et ce qui provoque quand on est sur les KPIs et qu'on se dit ah là là, en fait, échec par rapport à ce qu'on avait prévu au début, parce que finalement, peut-être qu'on va arriver à notre fin, mais 6 mois plus tard que prévu, etc. C'est parce qu'en fait, on n'a pas inclus ce temps-là, qui est en fait un temps, presque, si on se remet dans la posture du chef de projet dont parlait Séverine, normalement, il devait l'avoir dans son calendrier, quoi. Il y a un temps qui sert uniquement au storytelling, qui sert vraiment au storytelling et qui sert à, OK, est-ce qu'en fait, avant de se mettre en marche, on est sûr qu'on a digéré l'info, quoi. Qu'on a vraiment digéré l'info et qu'on est prêt à avancer comme ça. Et après, Séverine, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que on se trompe aussi quand on pense qu'on peut aborder une transformation dans une entreprise de la même manière avec tout le monde, sans créer des strates différentes, et que le manager est vraiment central. Et notamment le manager de proximité, parce que les collaborateurs, ils sont pas, c'est pas au contact du COMEX ou d'une communication générale ou de mails qu'ils reçoivent qui se mettent dans le changement. C'est bien sûr dans ce qu'ils vivent en fait au quotidien, et qui est spectateur de ça, réceptacle de toutes leurs contraintes, c'est évidemment le manager de proximité. Et je pense qu'une des difficultés, c'est quand on traite le manager en même temps que les collaborateurs. C'est-à-dire que si on n'a pas aussi pris un temps avant pour se dire qu'on a une population plus particulière, qui va effectivement pas être que relais, qui va être en fait pilier dans la transformation, et qui va nous sortir un peu de notre chambre aussi, c'est-à-dire que elle va aussi peut-être, avant même qu'on ait fait la transformation, nous remonter des trucs qu'on n'avait pas vus en disant attention, parce que moi, si j'avance dans ce sens-là, dites-vous que vous n'avez peut-être pas vu un truc, mais moi, dans mon quotidien, je fonctionne comme ça, vous l'aviez bien vu, parce que ça va provoquer ça quand même, etc. Et de nous faire nous reposer les questions avant même de se mettre en marche. Et donc, la question du temps, c'est peut-être ça qui ressort le plus, mais je pense que cette question de temps d'adoption, du storytelling, du message, de la compréhension, et d'embarquer d'abord une première population un peu pilier, elle est pour moi, en tout cas moi, elle a été centrale, parce que j'ai vécu des transformations catastrophiques, et j'ai vécu des transformations qui l'étaient beaucoup moins, et j'ai vu que ça faisait la différence, quoi. Super. Merci Anne-Laure pour ton éclairage côté DRH. Donc là, on a constaté pourquoi ces transformations, elles échouent, mais la vraie question, ça reste de savoir comment mettre le collaborateur en mouvement pour que ça soit un succès. Séverine, on l'a bien compris, il faut penser transformation du point de vue des collaborateurs. Mais est-ce qu'on peut encore parler aux collaborateurs comme à une audience homogène ? Non, alors du coup, Anne-Laure, vient d'en parler également en se focusant sur le manager. Quand je parlais moi tout à l'heure de valeur ajoutée à l'adoption, il faut aussi convaincre le manager en fait, presque. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver la valeur ajoutée au manager pour que lui mettre en avant pour laquelle il devrait s'engager. Donc déjà il y a le manager, on l'a évoqué, mais en fait il y a des réalités multiples dans l'entreprise. C'est très très difficile de parler de le collaborateur LE majuscule. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Il y a des réalités multiples et les besoins, elles sont différents en fonction de chaque population. Les populations, les équipes frontline ont des besoins, des usages, des motivations différents que les populations du siège. Les juniors, les seniors, les managers, on l'a évoqué, les experts, les sièges versus province, les BU principales, les filiales versus headquarter. Enfin, donc il y a des réalités multiples
et c'est difficile de se dire, quand on est déjà, quand on a pris conscience du fait qu'il fallait mettre l'adoption et l'humain et le collaborateur très, 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 très en amont de sa chefferie de projet, si je reprends mon terme, c'est déjà un premier pas. Et 2, après, il faut prendre conscience du fait que quand on a fait ça, on n'a pas encore tout fait, parce que quand on a fait ça, il faut maintenant redécouper en fonction de ces réalités multiples qu'on a dans l'entreprise. Et la réussite des projets, elle va dépendre vraiment de l'implication de toutes ces populations et aussi surtout du terrain. Emmanuelle, elle l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Et puis, je vais ajouter un petit chiffre aux chiffres qui ont déjà été mentionnés. Alors, attends, je le reprends, je l'avais noté. 65% des leaders croient avoir des stratégies de communication efficaces, mais seulement 35% des collaborateurs frontline se sentent réellement entendus. Ça, c'est une étude de 2024 de Beekeeper. Donc, il y a un gap là. C'est-à-dire que déjà, avant de trouver des solutions à un problème, il faut comprendre qu'il y a un problème. Si tu as 65% des équipes qui pensent que leur communication est efficace, et qu'en face 35% disent non, on n'a pas compris ce que tu nous racontes. Dans ce gap, il se joue quelque chose déjà, et donc il faut peut-être commencer à mettre aussi face à ces chiffres et à ces gaps les leaders, c'est comme ça que l'appelle l'étude, c'est-à-dire ceux qui vont réfléchir et mener le projet, et donc peut-être inclure des populations terrain dans les réflexions de l'adoption dès le début, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on fait forcément, ça, d'aller chercher des frontlines pour réfléchir en amont dans le projet sur l'adoption. Et puis après, il y a les canaux. Frontline, ça veut dire éclater, ça veut dire des vendeurs en boutique, des caristes dans des dépôts. Moi, petite anecdote personnelle, j'ai beaucoup travaillé en logistique dans une autre vie. Je menais des gros projets. Et j'ai été responsable de com interne à un moment donné. Et je me souviens que sur un très gros projet de change, on avait eu la super idée de faire des petites newsletters imprimées qu'on faisait livrer à tous nos dépôts. On avait une vingtaine de dépôts en France, d'entrepôts, pour que ça soit distribué dans l'entrepôt. Et puis moi, je visitais beaucoup, j'allais beaucoup sur le terrain. Et puis un jour, dans un entrepôt, aux toilettes, je raconte ma vie, sur un mur, je vois les pages indépendantes de ce que j'envoyais par mail à l'assistante ou de ce qu'on envoyait en print. En l'occurrence, c'était un print qu'elle avait découpé. Elle avait collé les pages sur le mur des toilettes à côté des lavabos. Et donc, je vais la voir. Et je lui demande, tiens, c'est marrant, j'ai vu. Et elle me fait, moi, je suis ce que vous me dites. Je distribue au dépôt. Mais en fait, j'aime bien aussi, je préfère aller le mettre à la machine à café, au vestiaire et aux toilettes. Parce que c'est là que c'est lu. Et en fait, c'était du bon sens complètement terrain. Elle avait raison, elle me dit si je leur distribue, ils vont me poser dans leur bagnole, et puis voilà, ils vont pas le lire. Alors que là, ils prennent leur café, ils sont aux toilettes, ils se sèchent les mains, ils lisent le truc. Donc c'est très pragmatique, c'est très terrain, mais enfin, il faut être concret aussi quand on est RH. Donc il faut connaître, il faut réfléchir ces stratégies de com, pas uniquement comme des choses trop perchées, trop strates, c'est important la strate, mais il faut vraiment comprendre sa population, comprendre quels sont les outils, comprendre quel est le quotidien d'un logisticien dans un dépôt ou d'un VRP dont le bureau, c'est sa voiture. On avait aussi 400 VRP, leur bureau, c'était la voiture. Donc, à un moment donné, pour eux, on ne peut pas faire d'affichage à la machine à café. Ils n'ont pas de machine à café. Donc, voilà. Donc, comment on les atteint? Comment eux, on les embarque? Comment eux, on fait en sorte qu'ils adoptent ce super plan de transfo qu'on a défini? Donc voilà, un VRP, n'a pas les mêmes usages, n'a pas le même quotidien qu'un cariste, qui n'a pas les mêmes usages, le même quotidien qu'un cadre, et qui n'a pas le même usage, le même quotidien, qu'il soit manager ou pas, etc. Donc, une entreprise, c'est des réalités multiples, c'est des usages et des besoins multiples. Et dans les plans de transfo, quand on réfléchit l'adoption, déjà, c'est super si on arrive à la remonter de plusieurs cases pour la réfléchir très, 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 très en amont. Mais là, c'est encore plus super si on arrive à la découper en fonction de ces réalités multiples et de comprendre vraiment ces réalités terrain. Et ça, il n'y a que le terrain qui peut vous le dire, quoi. Il faut vraiment aller chercher un cariste, un vendeur, un machin, les mettre autour de la table et discuter et les faire contribuer à ce super plan qu'on est en train de penser, comme l'évoquait tout à l'heure Emmanuelle, avec plein de bonne volonté, mais parfois pas forcément armé avec les bons outils. On peut pas, on est RH, on ne peut pas être nous-mêmes, on ne sait pas incarner la multiplicité des diversités. C'est humainement pas possible. Donc, il faut aller la comprendre, et pour la comprendre, il faut aller la chercher, quoi.
faut aller voir les collaborateurs. Alors, plus à répondre. Merci pour ces éclairages et pour cette anecdote qui nous montre bien la réalité du terrain. Emmanuel, chez Staffbase, vous êtes expert du sujet. Comment passe-t-on d'une communication descendante à plutôt une mobilisation concrète? Alors moi, j'adore l'anecdote, hein. Et je trouve que ça quand même, hein, ça parle, on revient à un truc assez basique de tout Ouais. communicant et de toute personne qui engage avec une population en général, hein, de tout processus de communication, c'est le bon message, au bon endroit, au bon moment. Et donc, comment on passe à la mobilisation? Je pense que le terme, il est vraiment important parce que mobiliser, c'est rendre acteurs les collaborateurs. Donc, dans acteur, il y a quand même la notion de mettre en mouvement, hein. Et donc, la communication à elle seule, elle ne peut pas faire ça. Et surtout parce que souvent, la communication, comme tu disais, Séverine, on le conçoit un peu comme un truc un peu nébuleux, vachement visionnaire, etc. etc. La communication, c'est pas que ça, hein, c'est comment est-ce qu'on transmet des ressources d'un point A à un point B. Et donc, les questions souvent que nous posent nos clients et qu'on essaie de résoudre avec eux, c'est comment est-ce que je fais pour arriver à mon point B? Sachant que mon point B, comme on le dit depuis tout à l'heure, il est multiple, il est localisé à différents endroits, il attend des choses différentes, etc. Donc, il y a toute une question qui se pose autour de trouver l'outil, les outils qui permettront effectivement, c'est pas seulement le canal de communication, c'est aussi les formats de communication qui vont pouvoir véritablement répondre aux préférences de chacun dans la manière dont ils veulent entendre et consommer des ressources de l'entreprise. Donc, ça peut aller du média oral, voilà, le podcast d'entreprise personnalisé, en passant par la lecture d'articles, parce qu'il y en a qui préfèrent lire, en passant par les visuels, etc. Donc, des shorts, des vidéos, etc. Donc, comment est-ce qu'on imagine toute une espèce d'attirail de communication qui va permettre de toucher les personnes où elles se trouvent. On avait mené une étude avec YouGov en 2025. Donc, on sait, hein, la population qui est sur la frontline, c'est dépendant des pays, mais c'est de 60 à 80%. Là, alors le chiffre, il est encore pire, hein. Je crois que tu avais dit, je sais plus, tu étais à 40, je crois, Séverine, à l'instant. Ouais, là, on est à 9%. C'est 9% des personnes qui sont satisfaits de la communication qu'ils reçoivent de ces gens sur la frontline. 72% d'entre eux n'ayant pas accès du tout à l'intranet. Donc, effectivement, il faut commencer à être un petit peu malin. Et nous, bien sûr qu'aujourd'hui, on est dans le monde du digital qui permet d'agir à l'échelle, etc., avec moins de ressources, hein, et d'aller pouvoir imaginer des formats, etc., sans forcément engager plus de ressources complémentaires. Mais la répétition a du sens. La répétition et la variété de formats a du sens. Donc, effectivement, oui, l'affichage n'est pas mort. Je suis désolée, l'email n'est pas mort, l'intranet n'est pas mort. Et bien entendu, l'application mobile, là, aujourd'hui, elle prend tout son sens quand on emprunte au code du B2C pour pouvoir effectivement aller toucher des personnes qui n'ont même pas de login d'entreprise. Donc, effectivement, à la question que tu poses, comment est-ce qu'on passe de la communication à la mobilisation? On pose d'abord la question du format, du canal. Donc, c'est quoi le bon format? Ensuite, effectivement, le bon message. Donc, on ne parle pas de la même manière au mec qui est ou à la femme qui est sur la chaîne de production, ou en passant par les gens qui sont en boutique, etc., etc. Donc, évidemment, tout ça est bien entendu sans parler des difficultés de langue. Donc, effectivement, comment est-ce que, quand une équipe de communication et RH projet qui est en général assez concise, comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir aller du coup soutenir tous ces différents scénarios? Ça, c'est une autre question que nous posent nos clients et qui n'est pas facile à répondre, hein. La mobilisation, elle passe par là, et donc la capacité à être ultra personnalisée dans ces conversations. Il y a le manager, bien entendu, qui va aider, mais enfin, le manager, il a quand même beaucoup sur le dos. Donc, comment est-ce qu'on fait effectivement pour le soulager et permettre, hein, une couverture maximale de ces différents scénarios? Et puis après, la troisième chose que je trouve aussi intéressante, c'est non, en fait, il y a deux autres choses. Il y en a une qui est relative à comment est-ce qu'on fait, on met en lumière et on fait émerger des messages et des contenus aux collaborateurs, même s'il n'a pas demandé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de montée en puissance de choses du genre les chatbots, les ChatGPT, etc. Sauf que là, on vient en réponse à une question.
Donc, comment est-ce qu'on fait quand le collaborateur ne pose pas la question, quand on est dans cette résistance passive, quand on est dans cette fatigue du changement? Donc là aussi, il faut qu'on imagine un petit peu des formats qui vont permettre de faire émerger les messages, même quand le destinataire n'a pas demandé. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est quand on parle de communication, on parle pas uniquement effectivement des messages, on parle aussi des ressources. Quand on dit qu'on veut être acteur, hein, c'est comment est-ce qu'on donne les moyens aux collaborateurs de faire partie du changement et qu'eux soient au courant également de ce que l'entreprise investit pour leur permettre d'agir aussi dans le sens du changement. Et donc là, je fais référence, alors il y a toute une glose autour du super worker qui a été imaginé par notre ami Josh Bersin, hein. Mais c'est un peu ça, c'est notre employé augmenté, il est augmenté uniquement si à un moment l'accès aux ressources est réel, hein. Si c'est uniquement les 30% au siège qui ont accès à toutes ces belles choses et à tous ces beaux outils pour pouvoir prendre part et pousser le changement, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Donc, pour revenir sur un cas concret, on travaille par exemple avec DHL, c'est l'un des cas sur lesquels on communique souvent parce que c'est celui qui est un petit peu extrême. On est sur 600 000 collaborateurs dans le monde, 220 pays, 81 langues couvertes. Et donc là, on a une équipe de communication, c'est pas 500 000 collaborateurs hein, dans l'équipe de communication. Donc là, on a imaginé avec eux une application mobile qui pourrait servir les populations qui sont dans les centres de tri, sur les routes derrière leur volant, etc., etc. Et aujourd'hui, on est sur une couverture de plus de 400 000 utilisateurs actifs. Donc ça prouve quand même que le canal va déterminer quand même comment est-ce que le message va atterrir. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un autre truc qui était intéressant aussi. Donc DHL nous a un peu challengé en disant les personnes qui sont derrière leur volant, la dernière chose qu'ils ont envie de faire une fois qu'ils ont posé le volant, c'est d'aller lire quelque chose. Ils veulent pas lire. Ils n'ont pas le temps. Ils ont une charge cognitive qui est énorme. Et donc, du coup, on pose la question, OK, ils font quoi? Ils écoutent. Et donc, c'est là où on a travaillé avec DHL sur un podcast hein, qui serait une curation des informations les plus pertinentes pour l'écouteur, enfin pour l'audience, hein, et qui, du coup, serait plus facile à consommer en route, etc., etc. Donc, voilà comment un peu concrètement, on peut imaginer des stratégies pour pouvoir mobiliser le collaborateur hein, autour d'un projet d'entreprise, une vision, qui pourrait tout à fait passer à côté d'eux, à défaut d'avoir le bon message au bon endroit, au bon moment, y compris dans les toilettes, la porte des toilettes, la petite affiche qui va bien. Super, merci Emmanuel pour ces exemples concrets et notamment du coup DHL qui montre bien la réalité du terrain et ce qui se passe en frontline. Anne-Laure, je me tourne vers toi. En tant que DRH, qu'est-ce qui a réellement fonctionné pour embarquer ces équipes? Il y a un premier point qui pour moi est peut-être crucial. Alors quand les directions se tournent vers moi pour me demander un peu c'est quoi le truc quand on entame une transfo qui va faire la différence, elles n'aiment pas trop cette réponse-là parce que ça voudrait dire que elles n'ont plus trop de pouvoir en tout cas sur cette partie-là au moment où en tout cas où elles se posent la question. Mais c'est en fait réussir une transformation, c'est là où ça marche mieux, c'est quand il y a déjà de la confiance en interne. Et donc, ça veut dire que c'est quand une entreprise, elle a déjà mis en place un relationnel suffisamment fort avec ses employés pour créer un espace de confiance dans les moments qui ne sont pas des moments de transformation, dans des moments plus sereins, dans des moments de conduite d'activité un peu classique et qu'on a vraiment été travailler l'expérience collaborateur avec du discours, de la crédibilité, des preuves, de la cohérence, du soutien. Parce que évidemment, quand on entame une transformation, si on a déjà des collaborateurs qui font confiance de toute façon en leur entreprise, qui ont confiance en leur direction, ils seront plus à même, en tout cas, à s'embarquer, à se dire que oui, c'est sans doute le bon chemin et ils iront plus vite, en tout cas, dans la mise en action, ça c'est sûr. Et je crois que les entreprises doivent y réfléchir de plus en plus parce que c'est fini l'époque où, je veux dire, il y a encore 10 ans, on avait des entreprises qui construisaient leur plan strat. C'est un plan strat qui pouvait vivre au moins 3 ans, voire 5 hein, pour certaines grosses entreprises, avec peut-être qu'elles allaient vivre une grosse transformation avec des petites transformations pendant ces 3-5 années, mais c'était tout. C'est-à-dire qu'on demandait un effort de change qui était assez minime finalement pour les salariés ou tous ceux qui composent l'entreprise. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. La transfo, elle est permanente.
Et si on n'a pas cette base de confiance, il y a une absence de confiance ou même un peu de méfiance, les salariés, peut-être que la première transfo, bon, ils vont y aller un peu dans la douleur, etc. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est bon en fait. Là, on voit plus les preuves, on n'a plus le pourquoi du comment, etc. On sait plus ce qu'on a en retour de ce qu'on donne. Donc, même si c'est pas la réponse que préfèrent les directions, parce que ça voudrait dire qu'on a un peu travaillé en amont, ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Ça veut dire qu'il y a d'autres transformations qui vont arriver. Et ça, ce socle-là, ce travail RH, ce travail en interne, en fait, c'est un travail continu à faire dans l'entreprise si on veut pouvoir embarquer avec nous quand c'est un peu plus dur des collaborateurs et qui nous suivent. Donc ça, c'est un premier élément. Et pour avoir été dans des entreprises, avoir même conduit, moi, des transformations avec des directions dans des entreprises qui avaient ce socle-là, qui avaient un socle puissant, et dans d'autres qui ne l'avaient pas parce que c'était plus récent, parce qu'il y avait eu des changements ou qui n'avaient pas encore bien installé leur politique RH, ça fait une nette différence, quoi, hein. Là, c'est réel, quoi. Après... peut-être que ça rejoint un peu ce que je disais sur la première question, mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec Panique sur la banquise, le livre de Kotter qui décrit un peu les différentes étapes du changement, qu'un livre que je recommande d'ailleurs, parce qu'il reste quand même très pragmatique, très pratique, etc. Il y a une première étape qu'on ne peut pas rater, qui est ce que lui, il appelle le sentiment d'urgence, mais qui est en fait le pourquoi. C'est-à-dire que si on rate l'étape du pourquoi, de l'explication du pourquoi, en fait, l'entreprise doit se transformer, mais dans un sens je ne sais pas encore si j'adore ce mot urgence ou pas, parce que le but n'est pas de créer de la panique, mais dans l'urgence, il y a un truc qui est, en fait, si on ne se transforme pas, on ne pourra pas continuer. C'est-à-dire qu'il y a un truc alors c'est peut-être pas cette transformation-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs voies possibles, on peut les questionner, etc. Mais en tout cas, l'inaction fait que l'entreprise ne pourra pas continuer. Si on n'a pas eu cette explication-là, si on n'a pas pu transmettre le pourquoi de manière vraiment claire et qu'on est juste dans le comment tout de suite, je crois qu'on rate une étape et là, on n'embarque pas, en tout cas avec nous, dans le projet. Et le pourquoi, il est double, c'est-à-dire que le pourquoi, il ne peut pas être juste sous l'angle du projet d'entreprise, parce que évidemment, beaucoup de salariés sont engagés et la mission, on va dire, économique et business, ils la comprennent et ils ont peut-être envie aussi de la soutenir, etc., parce qu'ils ont envie que l'entreprise aille bien. Mais il faut que le pourquoi, il soit aussi abordé sous l'angle du collaborateur. Pourquoi pour le collaborateur? Pourquoi ce changement? Il doit aussi intervenir pour lui. Il y a un truc que par exemple, que je vois jamais exprimé dans les transfos, alors que quand même, c'est la première obligation de l'entreprise, qui est le maintien de l'employabilité, le maintien dans l'emploi, le développement de la compétence. C'est-à-dire que c'est une obligation. C'est-à-dire qu'un employeur, il a l'obligation de permettre à ses collaborateurs de se maintenir durablement dans l'emploi chez lui ou ailleurs. Et si on a ce message de transmission qui est de dire, en fait, cette transformation, elle te permet aussi de t'adapter, toi, en termes de compétences sur ce qui va se produire sur ton marché, dans notre entreprise, mais dans d'autres que tu vas peut-être traverser plus tard, c'est à ton bénéfice, en fait. Ce changement est aussi à ton bénéfice. Et souvent, alors, l'angle du pourquoi, je pense qu'il n'est pas assez approfondi, c'est-à-dire qu'on n'a pas raconté ce truc un peu d'urgence. On a des collaborateurs qui vont dire, OK, ils veulent changer parce que peut-être qu'on gagnera plus, ou etc., mais quand même, ça fonctionnait plus ou moins bien. Ils n'ont pas encore le truc de non, en fait, si on ne change pas, nous on l'a vu, si on ne change pas, on va quand même aller droit dans le mur à un moment. Et ce deuxième angle qui est de changer, d'expliquer le pourquoi sous l'angle du collaborateur. Pourquoi pour lui, ça va être aussi important et pourquoi ça va être un bénéfice. Donc ça, je trouve que c'est important. Je reviens troisièmement sur un truc, sur ce que je disais, mais sur le rôle du manager de proximité et des managers, parce que je crois que c'est ce qui fait quand même toute la différence. Mais là, c'est d'un point de vue très concret, c'est-à-dire que c'est pas juste se dire « OK, on a pris du temps pour embarquer des managers, leur expliquer qu'ils adhèrent, etc. » C'est que là, il faut aller vraiment dans des mécaniques d'outils presque. Et il y a des trucs très, très simples qui fonctionnent. Créer un espace dédié, récurrent pendant toute une période de transformation, d'espace de parole pour des managers, ça marche.
créer des FAQ spécialement dédiés pour eux, ça marche. Mettre sur le papier le storytelling, c'est-à-dire pas juste le diffuser dans une réunion, l'écrire sur le papier, qu'ils aient des espèces de guides qui les conduisent au quotidien. Avec le storytelling, ça marche aussi. Donc, il n'y a pas besoin c'est pas des trucs hyper ingénieux, mais par contre, il faut le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le faire, il faut les mettre en place, il faut qu'ils se sentent équipés, outillés, qu'ils aient un endroit d'espace de partage pour se dire « Oh là là, moi, on m'a posé ces questions-là aujourd'hui, je ne savais pas du tout y répondre parce qu'en fait, il a raison. C'est vrai que quand on faisait ça, c'était mieux. » Bon, s'ils n'ont pas cet espace-là pour pouvoir passer, en tout cas, les étapes, c'est vrai que ça ne marche pas. Et après, moi, il y a des trucs que j'ai vus qui marchaient bien quand même. C'est je le dis là, c'est peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais on ment pas pendant une transformation. On ment pas, c'est-à-dire que je pense que c'est le pire ennemi de la transformation. Si on commence à inventer une réalité sur ce qu'il y a derrière la transformation, surjouer un peu les bénéfices, être sûr de tout ce qu'on va obtenir alors que ce n'est pas le cas, en fait, les salariés ne sont pas bêtes. Ça aussi, c'est un truc, ne pas penser que les salariés sont bêtes, c'est aussi un premier truc, je pense. Essayer en tout cas de respecter les uns et les autres dans leur compréhension des dimensions. Et je crois que ne pas mentir, c'est hyper important. On a le droit de dire aussi quand on n'a pas toutes les réponses, mais qu'on a l'impression que c'est une route à suivre parce qu'elle apporte certains bénéfices dont on est sûr. C'est bien. Et après, il y a le petit truc que j'ai vu aussi qui fonctionnait bien, c'est parce que quand on imagine le projet de transfo, on a un peu, si on revient à ce truc de chefferie de projet avec ce planning et tout, on a l'impression qu'il y a un début et une fin. Et sauf que cette fin, en fait, elle n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin en disant « Oh, c'est aujourd'hui, c'est fini, etc. » Ça n'arrive pas, cette fin-là. Et donc, je crois qu'il y a de multiples fins et qu'il faut les célébrer. Et les célébrer, ça veut dire célébrer chacun des petits succès quand on avance dans la transformation. À chaque fois qu'on a un exemple qui vient, en tout cas, je pense, mettre en lumière le fait que la transformation va dans le bon sens, il faut en parler. C'est-à-dire que l'adoption un peu plus rapide par une équipe qui a produit un effet bénéfique, il faut le mettre en lumière. Et c'est tout au long de la transformation parce qu'en fait, ça n'arrivera pas ce jour où vous allez faire la grande fête en disant c'est super, vous avez vu, on a tout bien réussi parce qu'en fait, en plus, la transformation va en engendrer une autre, etc. Il n'y aura pas ce point à la fin qui dit super, waouh, on a réussi. Et ça, ces petits succès, et c'est ce qui marche aussi dans le travail RH au quotidien quand on n'est pas dans une transformation, quand on veut créer en tout cas de la confiance, c'est aller apporter la preuve de ce qu'on a mis dans le discours. La preuve, c'est important. Voilà, moi, pour les éléments en tout cas que je trouvais important de vous partager. Merci beaucoup Anne-Laure, merci à toutes les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet qui a un réel enjeu. Ce que je vous propose de faire, c'est donner la parole au live. Donc notre audience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dès maintenant dans le chat. En attendant d'avoir ces premières questions, je vous propose de donner peut-être un dernier conseil à nos auditeurs. Quelle erreur il faut absolument éviter de faire ou peut-être une croyance à abandonner, un conseil, un bon tips à garder Moi, je voudrais bien rebondir sur le dernier point d'Anne-Laure et le fait de célébrer ce qui fonctionne. Et puis moi, j'ai écrit un livre sur le droit à l'erreur, donc je vais en parler aussi. Je pense qu'il faut aussi partager peut-être ce qui n'a pas fonctionné au fur et à mesure, parce que c'est des sources d'apprentissage pour tout le monde lors du projet. Et puis, ça consolide cette idée de sincérité, de transparence et donc de confiance dans le projet et dans ce qui est en train d'être mené. Donc voilà, alors il y a des boîtes qui vont jusqu'à célébrer les erreurs, je ne sais pas s'il faut les célébrer, mais en tout cas, voilà, célébrer les succès, c'est hyper important. Je partage complètement, Anne-Laure, ton propos. Et puis, partager aussi les erreurs, parce que les erreurs, c'est le droit à l'erreur, c'est d'abord un devoir d'apprentissage, et donc voilà, c'est des gisements d'apprentissage. Et moi aussi, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Anne-Laure, parce qu'elle a dit des choses formidables, et j'ai adoré le point autour de la confiance qui se crée avant, en fait. Et effectivement, c'est pas la transformation ou le problème de la résistance au changement, etc. C'est pas quelque chose qu'on règle là, dans la minute. Ça prend ses racines bien avant, bien plus tôt, bien entendu, dans la gestion du projet, la réflexion de la transformation, comment est-ce qu'on l'organise, etc. Mais aussi, de façon générale, quel est le lien
quelle est la relation qu'on crée avec ses collaborateurs, hein, en tant qu'entreprise, hein. Et ça, j'ai trouvé que vraiment c'est un point qui est très fort. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu flippant, hein, parce que du coup, pour tout un chacun qui nous écoute aujourd'hui, on se dit, bah, zut, est-ce que je suis déjà en fait, est-ce que je suis déjà dedans, quoi, en fait, est-ce que j'ai déjà un problème alors que je suis même pas encore en train de faire face à un problème de résistance au changement. Mais je trouvais que c'était très fort. Et moi, si je pouvais apporter un point de vue qui s'ancre dans ce qu'on nous on observe dans des projets qui sont réussis, c'est vraiment cette réflexion à 4 voies. J'en parlais au début, mais le projet il se fait pas en isolation. C'est pas une fonction qui imagine un truc cool et qu'il va falloir faire. C'est pas une direction qui a une grande vision et puis après voilà, on cascade. C'est pas la RH tout seul, c'est pas la com tout seul, c'est pas l'IT tout seul. Et donc encore une fois, c'est pas facile à faire de mettre tout ça en commun, mais comment est-ce qu'on peut au maximum, hein, avoir une collaboration très tôt entre ces différentes voies et ces différentes perspectives sur le projet de transformation. Super, bah, je pense que vous avez été très clair parce qu'on n'a toujours pas de questions. Peut-être si Anne-Laure, tu as un ultime conseil à nous donner. Moi, ça va paraître un peu bête, mais je crois qu'il y a un conseil quand même que je donnerais, c'est aussi de ne pas s'agacer. C'est long une transformation et ça passe par beaucoup de répétitions. Énormément de répétitions et c'est normal en fait, la répétition, c'est normal de redonner les messages, c'est normal de réexpliquer alors qu'on a déjà expliqué. Et c'est vrai qu'un peu naturellement, quand on est dedans et qu'on n'en peut plus et qu'on fait partie de ces équipes de direction qui mènent les transfos, eh ben on peut s'agacer. On peut s'agacer, on peut commencer à en vouloir aussi un peu aux gens. En se disant que c'est pas possible. Enfin voilà. On l'a déjà dit, on a déjà expliqué qu'est-ce qu'ils attendent et tout ça. Et ça, franchement, c'est un écueil dans lequel il faut pas tomber. Super, toujours pas de questions. Donc je vous remercie toutes les trois pour ce partage sans détour. Merci également à tous les participants au live. C'était un réel plaisir de vous avoir à nos côtés. Avant de vous quitter, je vous partage les prochains événements à venir au Lab. On a un prochain live, un crosstalk startup que vous connaissez déjà bien. C'est un format assez récurrent au Lab qui mettra en avant WeChoose et Staffdesk, qui sont 2 startups adhérentes sur une thématique « Comment exploiter la data RH pour faciliter le dialogue social ». Ce sera le 28 mai, la semaine prochaine, de 11h30 à 12h30. Et nous avons notre prochain Morning Lab dans le cadre de Vivatech le 18 juin, où on abordera un sujet clé, l'IA, ce nouveau collègue, comment s'invente la collaboration de demain. Merci encore et à très bientôt dans un nouvel événement. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.